À toi, Christian, merci beaucoup de Merci beaucoup. partager tout cela. Super. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup de pouvoir être de la partie dans cette série Impact Plus. Je connais plusieurs intervenants qui ont eu l'occasion de vous parler et c'est effectivement intéressant de pouvoir aborder cette question. Je vais utiliser une présentation PowerPoint au fur et à mesure. Ça aide un petit peu à suivre, donc vous n'aurez pas à forcément regarder mon visage tout du long. Donc, je vais partager mon écran maintenant avec la présentation sur les générations, l'accompagnement, les spécificités et accompagnement de la nouvelle génération. C'est pas moi le sujet, mais je me permets juste quand même de brièvement dire qui vous parle ce soir. Ça peut aider. Alors, très brièvement, je peux dire que je m'appelle Christian Kuhn, je suis un Gen X, génération X, on reviendra sur ces termes. Je suis marié avec une Gen X aussi. Nous avons deux enfants Gen Z. Nous avons effectivement pu adopter à deux reprises et donc nous avons pris un peu plus de temps que peut-être d'autres familles pour nous multiplier d'une manière organique, même si c'est au travers de l'adoption. Je suis ingénieur en informatique de formation, mais assez rapidement et pendant bien des années, j'étais responsable de groupes de jeunes. On a implanté plusieurs groupes de jeunes, des réseaux de groupes de jeunes aussi en Suisse romande, dans la Broye notamment. Et j'étais animateur jeunesse, pasteur et finalement aussi consultant en entreprise, start-upper. On aime démarrer les entreprises, implanteur d'église aussi, responsable de divers projets. Et aujourd'hui, comme activité, je dirais principale, en tout cas visible, on va dire en Suisse romande, je suis directeur du réseau évangélique suisse. C'est la plateforme qui soutient tout ce qui peut se vivre dans le contexte évangélique. On soutient autant les membres du réseau que ceux qui n'en font pas partie. Actuellement, il y a 12 fédérations qui font officiellement partie et puis 8 autres qui connectent par amitié. En France, pour faire le lien, c'est le CNEF, en fait. Je suis le Clément Dietrich de Suisse. Voilà. Comme profil de personnalité, je suis un Gen X avec une forte tendance Gen Y. Peut-être l'informatique aide aussi la digitalisation. Je suis paperless depuis 20 ans. Ça veut dire que j'utilise plus de papier. Je fais tout avec les moyens électroniques. Donc, mon imprimante s'ennuie dans un coin. Et j'ai dû passer à du laser parce que le jet d'encre séchait sans arrêt entre deux copies, entre deux impressions. Je suis quelqu'un de très passionnable, je prends facilement feu, je ne suis pas ignifuge dans ce sens-là, novateur, assez constructeur de ponts, bilingue aussi, donc ça permet de faire des constructions, relativement extraverti, un leader serviteur et je suis très relationnel. Voilà, j'ai des hobbies, je fais de l'aéromodélisme, j'aime beaucoup regarder des séries aussi, j'aime beaucoup faire du sport, le regarder aussi à la télévision, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup déguster, alors pas que des choses alcoolisées bien sûr, mais j'aime beaucoup découvrir des nouvelles saveurs, même si pour l'instant, je dois bien l'avouer, après une quinzaine de jours de Covid assez intense, mon goût n'est pas encore complètement rétabli, si je peux dire. Voilà. Donc ça, c'est juste pour que vous sachiez un peu qui c'est que vous avez en face de vous. Le sujet des générations m'a passionné depuis le moment où j'ai commencé à grandir en Christ, à voir aussi des jeunes se tourner vers Jésus, à voir aussi en tant que responsable de groupes de jeunes, les dynamiques de groupes qui pouvaient aider, celles qui n'aidaient pas, de comprendre finalement est-ce que c'est seulement nos techniques d'animation qui permettent que les choses se passent dans un groupe de jeunes ou est-ce qu'il y a quand même aussi une caractéristique spécifique des jeunes de chaque génération finalement qui influe aussi sur la manière de vivre l'Église ensemble. Et donc, j'ai commencé à étudier les choses en détail. J'ai des amis sociologues, anthropologues, je les ai essorés. Hein, j'ai essayé de comprendre le plus et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui aussi d'aborder le sujet en conférence de temps en temps. Il va y avoir deux volets dans l'exposé que je vais vous proposer maintenant. Une première partie, à peu près trois quarts du contenu, ce sera l'idée de découvrir ensemble les spécificités de la nouvelle génération. Ici, on nomme nouvelle génération. Vous verrez que, dans le fond, on parle de deux générations relativement similaires qui sont contiguës. J'y reviendrai. Et le deuxième volet concerne un certain nombre de réflexions autour de l'accompagnement de cette nouvelle génération. On les souhaite mobiliser, on les souhaite motiver pour Jésus, on les souhaite motiver pour le royaume de Dieu, on les souhaite en route avec nous dans la vie d'Église, etc. Est-ce qu'il y a
des pistes à réfléchir, à partager ensemble sur les manières de faire, peut-être les manières de ne pas faire aussi. Et ça fera aussi, d'ailleurs, la suite, l'objet d'une table ronde qui va être passionnante. Je me réjouis déjà d'entendre aussi Marion et puis Frédéric partager sur les différentes questions qui ont été préparées et qui pourront être posées aussi. Découvrons pour commencer donc les différentes spécificités de cette nouvelle génération. Et bizarre, oui, bon, d'accord, ok. En fait, c'est un ami, une connaissance, on peut dire ami, qui s'appelle Léo Bigger, qui est responsable de ICF Zurich, la plus grosse église de Suisse, en fait, plusieurs milliers de personnes. Dans la Samsung Hall, ils se rencontrent et lui, il dit qu'il décrète très clairement qu'il faut gérer les générations dans l'église comme les poulaillers que son papa gérait quand il était jeune, c'est-à-dire en cloisonnant. Alors bon, cette façon de fonctionner semble fonctionner effectivement, vu que cette église est en plein essor, mais en même temps, on réalise bien que c'est une logique qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la société. C'est une tendance de société que de cloisonner. Juste quelques exemples. Par exemple, les crèches, eh bien, elles s'occupent de nos poussins, hein, de nos petits. L'horaire continu s'accapare de nos ados entre midi et 1 heure. En tout cas, dans notre région, c'est le cas. Les applications de rencontres aussi, elles sont spécialisées par tranche d'âge. Donc, on cloisonne bien les différents âges pour ne pas trop mélanger les générations. Les maisons de retraite aussi, hein, elles accueillent nos aînés pour leur avant-dernier lieu de séjour. Et finalement, on voit qu'il y a une tendance dans la société de cloisonner les choses. Et Léo Bigger applique ça dans le contexte de son église. Ma question pour vous, ce serait, mais finalement, est-ce que vous vivez ça aussi comme ça ou est-ce que vous avez d'autres modèles d'église en tête qui peut-être fonctionnent différemment par rapport à cela? Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a d'autres modèles qui existent. Peut-être vous connaissez ces modèles où les générations se frottent entre elles. Hein. Quand ça frotte, déjà rien qu'à la maison, des fois, dans nos différentes familles, eh bien, on sait que certaines tensions intergénérationnelles peuvent apparaître et on essaye d'y faire face d'une manière constructive, d'une manière affective aussi, affectueuse. Eh bien, il existe de ces modèles d'église, et moi j'en ai fait partie pour l'instant, ça a toujours été un peu nos églises, c'est ces églises où par exemple les Gen Y trouvent que l'église devrait être dirigée par eux, où les boosters voudraient avoir davantage de discipline, parce qu'on se laisse aller. Les boomers, eh bien, ils en ont marre peut-être de chanter des chants avec seulement 4 accords, ils aiment bien les partitions avec quatre voix différentes. Les Gen Z se sentent uniquement bien quand ils sont entre eux, et peut-être encore les Gen X de ma trempe, eh bien, ils se sont tellement frités entre eux et avec les autres qu'ils ont finalement quitté, malheureusement, les églises. C'est malheureusement le cas dans beaucoup d'endroits. Hein. C'est ces églises où on prend le risque de cohabiter avec des réalités générationnelles très différentes. Et finalement, comme je l'ai montré par cette image, ça frotte, ça pique, ça brûle, ça gratouille. Et finalement, on est obligé de se pencher sur la question de qui est l'autre, de qui je suis et comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Donc, j'ai préféré peut-être prendre cette image du gâteau avec 5 couleurs, un seul gâteau avec une belle crème autour. Et dans ces couches, nous avons les boosters, aussi appelés builders, les constructeurs. C'est la génération d'après-guerre, avec des dynamiques bien spécifiques. Nous avons les boomers. Les boomers, j'y reviendrai peut-être plus en détail par rapport à des dates et des âges, comme ça vous pouvez vous positionner aussi. Les boomers, autour de la soixantaine, peut-être beaucoup d'expérience, une longue vie d'expérience et de professionnalisme dans bien des domaines. La génération X, la Gen X ou les busters qui veut dire les destructeurs, ceux qui fracassent les choses, vers la quarantaine, entre 40 et 50, sont actifs et souvent hyper absorbés, relativement peu de temps pour le royaume de Dieu, mais quoique, on en voit aussi qui sont en route, votre serviteur et bien d'autres autour dans le contexte de ce Zoom sont de cette génération X aussi et bien actifs. La génération Y, eh bien voilà, la Gen Y, Y pour pourquoi, c'est la question qui doit être répondue avant que le Gen Y se mette en route. La réponse à la question Y, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait faire les choses, elle est incontournable. Donc autour de la trentaine fraîche, les idées plein la tête et bien sûr une énergie folle.
Et on a cette génération Z, Gen Z ou génération zapping aussi. Au début, elle s'appelait génération T parce que génération tribale, eh bien, c'est ceux qui ont connu que ce millénaire et qui pensent que le monde a toujours connu Internet. Donc, sous forme d'un gâteau bien coloré, avec des nuances, avec une belle crème autour, on pourrait s'imaginer l'Église sous cette forme-là. En tout cas, elle aurait bon goût, je pense, pour moi, qui suis quelqu'un d'assez bec à bonbons. Dans la situation actuelle, si on regarde les différents âges, les différentes périodes, les macro-périodes, donc les générations dans le temps, on peut dire qu'il y a eu la période de l'Antiquité jusque vers l'an 500, ensuite le Moyen-Âge pendant à peu près un millénaire, ensuite 200 années de Renaissance, une période où beaucoup de choses sont découvertes et changent, et nous avons ensuite les temps modernes, entre 1700 et 1965. Donc, on voit que tout le coup, ça c'est une date qui se trouve au milieu de ce que nous avons peut-être vécu, la plupart d'entre nous aussi déjà, quoique moi juste pas. Et finalement, les temps que l'on appelle post-modernes. Quand on regarde nos différentes générations qui cohabitent à l'heure actuelle, eh bien, on peut dire qu'on est dans une période où ces 5 générations sont présentes ensemble. Et quand on zoome sur cette période, eh bien, on peut dire qu'il y a les boosters qui sont nés entre 25 et 45, 26 et 45. C'est certainement pas mal de personnes dans ce Zoom font partie aussi, et particulièrement bienvenue à ces personnes-là. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour cette génération-là. Les boomers aussi sont parmi nous, 46 à 64 comme année de naissance. Les Gen X, 65 à 83 comme année de naissance. Moi-même, je suis de 71, donc bien au milieu de cette génération-là. Les Gen Y, j'ai mis les Gen Z directement avec parce que j'ai un peu le sentiment que c'est 84 à 99, mais probablement même au-delà de l'an 2000. C'est-à-dire que le Y et le Z, très souvent, les sociologues, les anthropologues les prennent ensemble parce que c'est une génération, finalement, la Gen Z, c'est de la Gen Y qui s'est encore affinée, qui s'est encore spécialisée, on peut dire, dans certains domaines. J'y reviendrai tout à l'heure. Et d'autres générations vont suivre. Je ne sais pas où on ira après le Z, si on fait comme dans Excel, où tout d'un coup on passe sur du AA, ou bien, je ne sais pas, et on trouvera certainement une très bonne idée à ce niveau-là. Donc, on est dans la Gen X jusqu'à la Gen Z, on est dans des générations qu'on appelle post-modernes. Et effectivement, on parle vraiment d'un passage d'une macro-époque des temps modernes vers une macro-époque des temps post-modernes. Les logiques, les réflexions, les manières d'appréhender les différentes choses de la vie sont très différentes entre des personnes de l'ère moderne et des personnes de l'ère post-moderne. Certaines personnes ont dit que Gen Z, c'était déjà du post-moderne, mais là, les anthropologues et les sociologues ne suivent pas parce qu'ils parlent justement en termes de macro-période post-modernité qui est encore actuellement actuelle. Je ne vois pas toujours les titres. Voilà. Démographiquement parlant, c'est assez intéressant de voir. Je vais peut-être d'abord prendre pour la France. On a une courbe démographique qui nous a été proposée par l'INSEE. On a effectivement les tranches d'âge, les différents âges par milliers d'habitants. Et on a effectivement les unes après les autres les différentes générations qui se succèdent. Et on trouve donc effectivement ces 5 générations qui cohabitent actuellement. Ce n'est pas toujours été le cas. Il y a bien des périodes où finalement ce n'était pas 5 générations qui cohabitaient, mais seulement 4, des fois même que 3. Et c'est en lien aussi avec l'espérance de vie qui a pu augmenter ces dernières années aussi. Quand on regarde le pourcentage de la population active, on voit qu'en France, en tout cas, il y a un gros ventre au niveau des Gen X. C'est là qu'il y a le plus de personnes, autant des hommes que des femmes. Et finalement, on voit aussi qu'on est dans une situation avec un tronc relativement, des flancs un peu parallèles comme ça, pour la génération Y et la génération Z qui s'en vient, alors qu'effectivement, c'est les boosters et les boomers, eh bien, ils sont gentiment en train aussi de céder leur place, si je peux dire.
En termes de pourcentage professionnel actif, c'est intéressant de voir que nous avons actuellement les boomers, les Gen X et les Gen Y qui se partagent environ un tiers les responsabilités du travail. Finalement, la Gen Z, qui est née à partir de 2000, eh bien, elle est relativement encore peu présente sur le marché du travail. Beaucoup sont encore étudiants ou apprentis en train de se former pour les futures tâches professionnelles. Si je passe sur la Suisse, on voit que la courbe démographique est relativement similaire, à part que l'échelle a bien sûr diminué. On a un petit peu moins de monde en Suisse qu'en France, forcément. On voit aussi que finalement, il y a un petit peu moins de natalité sur la génération Z. Donc, on aura probablement des flancs légèrement plus incurvés par la suite. Mais Gen X aussi font partie du monde du travail, en tout cas le poids lourd du monde du travail, alors que la Gen Y et la Gen Z sont en train de prendre le relais progressivement et les boomers sont en décroissance en termes de pourcentage de professionnels actifs. Juste pour vous donner une idée un peu comment les choses se dessinent dans nos nations, on peut faire ce graphique pour toutes les nations du monde. On verrait que certaines courbes démographiques sont étonnamment différentes, renversées, avec des grandes pyramides ou alors des pyramides inversées. Et forcément, cela implique des défis sociopolitiques conséquents ou économiques conséquents pour les différentes nations. Je vous présente Abraham. Abraham, c'est un booster ou un builder, comme on appelle aussi. Il est né juste après la guerre, entre 26 et 45. Il a vécu un fort essor économique avec un mandat très fort, c'était de reconstruire la société. Et même si en Suisse, on n'a pas été mobilisé de la même manière qu'en France ou dans d'autres pays voisins, eh bien, on peut dire que malgré tout, c'est une génération qui a marqué l'histoire de la succession générationnelle qui va suivre. Je vous présente le fils d'Abraham, il s'appelle Isaac. C'est un boomer, on dit aussi qu'il est moderne, c'est la dernière génération avant l'ère post-moderne, ils sont nés entre 46 et 64, et là on est dans une phase, une époque, une société de surplus avec une phase, une époque d'égoïsme, d'égocentrisme renforcé. Ça ne veut pas dire que tous les boomers qui sont parmi nous, vous êtes des égoïstes, parce qu'en Christ, de toute façon, on est transformé et c'est extraordinaire. Donc tout ce que je dis ici, c'est vraiment des généralités qui sont des observations un peu statistiques aussi par rapport aux personnes de cette époque-là, de cette période-là. Le fils d'Isaac s'appelle Jacob. Ah oui, on s'en doutait. C'est un buster, un Gen X. Il est postmoderne. Donc, il a une logique un peu différente que son papa Isaac. Il réfléchit des fois différemment. Il prend les choses différemment. Il est un peu désabusé sur certaines choses parce qu'il est né entre 65 et 83. Une phase d'individualisme, fort adoucissement des valeurs. On a en Suisse pour la première fois, et en France aussi, pour la première fois, en France, il y a un président Gen X, hein, et on voit en Suisse aussi, il y a à peu près, il y a une majorité de boomers dans les différents parlements, les différentes autorités politiques. Aujourd'hui, il y a une majorité de Gen X, et on voit tout de suite les sujets politiques avec un adoucissement des valeurs, avec une tolérance par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'adoption pour les homosexuels, enfin bref, tous ces sujets éthiques qui étaient tenus un petit peu en laisse par les boosters et les boomers pendant des années, voire même des dizaines d'années, eh bien, les Gen X, les busters, ils ouvrent les vannes et on aura probablement affaire, sous l'influence de cette génération-là, à pas mal de débats et de discussions éthiques pour la suite. Ensuite, le fils de Jacob, c'est Joseph et ses frères, Gen Y et Gen Z, ensemble. Certains les appellent postmodernes, moi je les appelle postmodernes. Ils sont nés entre 84 et 2005, voire 2010 déjà. Une phase de meute, plutôt, on considère le microcosme avec des valeurs collectives qui sont au premier plan. Je vais donner maintenant quelques indicateurs simplement. Un mot-clé que je pourrais donner pour chaque génération. Alors peut-être pour la génération d'Abraham, je dirais, ou les boosters, je dirais, le mot-clé, c'est loyauté. Il y a une immense loyauté face à la nation, une immense loyauté face à la famille, une immense loyauté face à l'Église, une immense loyauté aussi face à la société en général. Pour Isaac, le mot-clé que je donnerais, ce serait optimisme. Tout devient possible. Les plus grandes fortunes se sont construites principalement dans les époques boomers, où effectivement le business boomait, donc se développait. On les appelle aussi baby boomers d'ailleurs. Jacob, eh bien là, Gen X, eh bien, il y a comme un voile qui vient se mettre
Le mot-clé, ce serait scepticisme. On remet en doute beaucoup de choses, on remet en doute beaucoup les institutions, on remet en doute même l'Église, on remet en doute énormément de valeurs qui nous ont porté pourtant pendant des générations. Au niveau de la génération Y et génération Z, on parle davantage de réalisme et aussi de dynamisme. On parle d'une génération incarnée, d'une génération qui est dynamique pour entreprendre et pour voir les choses venir avec optimisme. L'optique de vie, finalement, pour Abraham, ça a été la réalisation. Réalisation de reconstruire une nation, reconstruire les nations, reconstruire les familles, reconstruire l'économie, reconstruire le pays tout entier. Pour Isaac, parce que son papa a bien travaillé, eh bien, il a pu profiter de ces nouveaux acquis qui ont été développés et travaillés. Et son optique de vie, c'est l'aventure, c'est de découvrir des nouvelles choses, c'est d'acquérir des connaissances, etc. Pour les Gen X, on le voit d'ailleurs aussi dans tout ce qui est de l'hymnologie, au niveau des églises évangéliques de manière générale. On n'est pas simplement en train de chanter des belles paroles qui font sens, mais on veut expérimenter quelque chose, on veut vivre quelque chose, on veut être pris avec dans de la pratique quelque part de ce qu'on chante, de ce qui est contenu. C'est juste l'exemple du chant, mais c'est valable aussi pour d'autres réalités. On veut expérimenter les émotions, les sensations, etc. Pour la génération Y et génération Z, eh bien, c'est une optique microcosme, c'est-à-dire le Gen X, il a un carnet d'adresses immense, le Gen Y, Gen Z, il a resserré le lien pour se concentrer sur un certain nombre restreint de personnes avec lesquelles ils ont envie de tout vivre. Le moteur, qu'est-ce qui donne de l'énergie, du moteur? Pourquoi est-ce qu'on va de l'avant dans la vie? Eh bien, pour Abraham, c'était le devoir de reconstruire la nation. Pour Isaac, il y a un grand moteur dans le fait d'être performant, d'avoir énormément de connaissances, d'avoir énormément de compétences, d'être performant. Beaucoup d'entreprises ont développé leur rendement maximaux dans le contexte de la performance boomer. Ce qui compte très fort, le moteur fort pour la Gen X, c'est l'engagement, des causes. On ne fait pas les choses pour n'importe quoi parce qu'on l'a toujours fait, mais il faut que ça fasse du sens. Donc, on s'approche déjà gentiment du Y de Gen Y, mais avec le Gen Y et Gen Z, il y a comme moteur principal l'envie de faire les choses. Ma fille, et c'est assez troublant, elle a 14 ans, si elle n'a pas envie de faire ses devoirs, elle est 100% libre intérieurement de ne pas faire ses devoirs. Alors que pour moi, je me dis, mais il va y avoir des conséquences. Si je ne travaille pas, si je n'apprends pas mes devoirs, eh bien, il y aura forcément des choses qui vont mal se passer. Eh bien, pour elle, si elle a envie, elle va travailler comme une folle. Si elle n'a pas envie, eh bien, elle va rien faire du tout avec un sommeil extraordinaire, malgré tout. Les moyens pour atteindre les objectifs, eh bien, pour les boosters, on voit que c'est la discipline. C'est au travers d'une vie disciplinée, régulée, avec une constance aussi, avec une endurance, une détermination qu'on atteint les choses. Et ce n'est pas étonnant finalement aussi quand on vit dans le contexte de l'Église, quand on parle par exemple de discipulat, quand on parle avec la génération booster ou builder, eh bien, le premier terme qui est mis en relation avec le discipulat, avec le fait d'amener quelqu'un à la maturité en Christ, que ce soit un Gen Z ou une autre génération, eh bien, c'est la discipline qui est mise en relation. Aujourd'hui, d'autres générations travailleraient moins avec la discipline, même si peut-être ça aiderait dans bien des situations. Le moyen d'atteindre l'objectif pour Isaac, c'est le désir, c'est de vouloir, d'avoir un fort désir. On retrouve un peu cet élan Gen Y, Gen Z. Ensuite, on trouve aussi chez les Gen X, le moyen d'atteindre les objectifs, c'est en vivant de la détente. C'est-à-dire, c'est toutes ces questions de work-life balance, l'équilibre entre la vie et le travail, toutes ces théories, tous ces tests aussi de personnalité et autres ont été développés par la génération X qui veut éviter le burn-out dans la mesure du possible. Dans la génération Y, génération Z, c'est les élans collectifs qui sont les plus porteurs et qui permettent d'atteindre les objectifs. Un dernier élément encore, sur le plan relationnel, les relations les plus fortes et les plus importantes pour Abraham, c'était la famille, et c'est toujours la famille. Pour Isaac, et c'est un petit peu taquin de le dire comme ça, mais sa relation préférée, c'est lui-même. C'est une génération assez narcissique qui s'est beaucoup occupée d'elle-même aussi, qui a eu les moyens de le faire, qui n'a pas forcément dû travailler trimé comme la génération qui a précédé. Et finalement,
on trouve dans les Gen X comme relation beaucoup d'amitié. Comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement, j'ai un carnet d'adresses immense, mais finalement, j'ai relativement peu de relations où je vais en profondeur. Pour les générations Y, il y a ça aussi, sauf qu'ils ont peu de relations avec lesquelles ils vont vraiment en profondeur. Et ils iront presque à se considérer comme une famille, alors qu'il n'y a rien d'organique dans les relations amicales qui sont vécues là. J'utilise le terme tribu, il faut pas mal le prendre, c'est un terme simplement qui parle du clan, de l'écosystème relationnel à taille réduite, le microcosme. Je constate qu'il y a pas mal d'informations. Ça nous permet de comprendre aussi les générations les unes par rapport aux autres. Je pense que c'est intéressant de voir aussi, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle parle des besoins fondamentaux en partant au départ des besoins physiologiques avec la respiration, le sommeil, la nourriture et des choses comme ça, la chaleur. Ensuite, il y a les besoins de sécurité avec le droit et l'ordre, la protection face aux dangers, la sécurité de l'emploi, etc. Il y a besoin d'appartenance, la famille, le cercle d'amis, l'amour, l'intimité, la communication. Et on a aussi besoin d'estime de soi, statut, respect, reconnaissance, le bien-être aussi, les finances. Et finalement, au sommet de la pyramide, le besoin de s'accomplir. C'est le côté de l'individu, l'individualité, l'épanouissement personnel, le perfectionnement. Et on peut se poser la question, finalement, si on prend ces différentes générations, quels ont été leurs besoins et quels sont toujours peut-être leurs besoins fondamentaux. Et on sait que cette pyramide se construit depuis le bas vers le haut. On essaye d'abord de répondre aux besoins les plus fondamentaux avant de pouvoir accéder à des besoins de niveau supérieur. Et on pourrait dire que les boosters, génération d'après-guerre, a vécu cette réalité d'un besoin de sécurité. Après une période d'insécurité marquante, eh bien, les boosters se retrouvent principalement avec, en tout cas prioritairement, sur des besoins de type sécurité. Les boomers, eux, après les boosters qui ont fait un gros travail, eh bien, ils se retrouvent dans la possibilité d'avoir l'accomplissement complet de toute cette pyramide, y compris les besoins de s'accomplir et donc des perfectionnements extraordinaires, des épanouissements personnels. Beaucoup de personnalités très connues à l'heure actuelle sont des boomers. La Gen X a vécu un très très fort besoin d'appartenance, beaucoup de ruptures économiques, des défis conséquents. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais on a cette réalité finalement d'une génération qui a vraiment un besoin d'appartenir, de faire partie de quelque chose. On a ensuite la génération Y qui vit très fort le besoin d'estime, d'être reconnu, d'avoir sa place, de recevoir l'influence qui est la sienne et de recevoir le statut qui est la sienne. On observe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça saute un petit peu de l'un à l'autre comme ça, et finalement, ça suit un peu une courbe comme ça d'ondulation, et on retrouve finalement ces différentes générations les unes après les autres dans différents niveaux, et on peut partir du principe, et on ne la connaît pas encore parfaitement, cette génération Z, mais la génération Z va probablement s'inscrire à cheval entre un fort besoin d'estime et un fort besoin d'appartenance. Ça nous parle déjà par rapport à notre manière de les accompagner dans nos contextes familiaux, mais aussi dans le contexte de nos différentes églises. J'y reviendrai peut-être. Je vais prendre quelques généralités, quelques caractéristiques de cette génération. Je vais regarder l'heure quand même pour ne pas trop dépasser. Peut-être je vais pas aller trop dans les détails, je vais simplement prendre peut-être les généralités et je vous laisserai découvrir la suite. Il y a ici, vous voyez que c'est génération Z, la partie violette, on est tout à la fin, donc il y a eu précédemment la description détaillée de la même manière des boosters, boomers, génération X, génération Y, génération Z, et vous aurez dans quelques instants la possibilité aussi de pouvoir télécharger la totalité de la présentation pour chacune des générations. Ça vous permettra peut-être certains aussi de mieux faire connaissance avec vous-même. En termes de généralité, je peux simplement dire que la génération Z, la génération zapping, elle est née dans le numérique et elle en est par conséquent, entre guillemets, dépendante. Ce n'est pas forcément une dépendance au sens d'addiction, quoique, quand je vois ma fille, elle gère relativement bien, mais il a fallu mettre tout un tas de choses en place pour éviter justement une dépendance forte par rapport aux moyens technologiques, en particulier le smartphone qui permet de tout faire.
Alors que la génération Y, elle a grandi avec du web passif, donc du web statique, relativement statique. La génération Z, elle a été bercée avec du web 2.0 et plus, et ils utilisent beaucoup les outils collaboratifs des réseaux sociaux, comme on les appelle, tels que Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et d'autres. Et ça fait partie de la normalité. C'est comme nous, si on regarde la télévision, pour eux, c'est normal de connecter sur des réseaux sociaux. Cette génération, elle n'est exceptionnellement pas définie en opposition par rapport à la génération précédente. C'est le cas pour les autres. Les boosters, les boomers se sont opposés aux boosters, les Gen X sont opposés aux boomers, les Gen Y sont opposés aux Gen X. Et pour la première fois, on trouve une Gen Z qui est une continuité, un approfondissement, qui accentue et affine finalement les marqueurs générationnels de la génération Y. La génération Z aussi, elle se veut indépendante, elle se veut détachée et désintéressée des autres générations, pas forcément par orgueil, mais peut-être par une certaine assurance qui est là, qui est donnée et qui résulte finalement de probablement aussi beaucoup de travail que les générations précédentes ont pu faire en amont. Pragmatique et dynamique, elle est habituée au tout de suite et en même temps. Une génération parallèle, comme on l'appelle, alors que bien des générations précédentes sont des générations sérielles, où les choses se font les unes après les autres. La génération Z comporte un grand nombre de personnes qui se disent multitâches. Dans la réalité, on sait que physiologiquement, c'est de toute façon pas le cas, on n'a qu'un seul cerveau. Néanmoins, on a plusieurs canaux aussi d'accès, d'intérêt qui peuvent être perçus, utilisés en parallèle. Mon fils joue à du FIFA 2021 en ayant en même temps YouTube qui tourne avec une vidéo de foot qui lui parle et en même temps, il chantonne une petite chanson en marquant des goals. C'est tout à fait déconcertant. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation de ces différents éléments. Je peux encore dire peut-être que la génération Z est relativement décomplexée, audacieuse et créatrice ou créative. Elle a plein d'idées. On pourrait aussi voir les différentes influences. Je me permets de passer très rapidement au travers de cela, les influences artistiques. Je vous passe les détails. Les influences économiques, ça c'est le contexte économique et le contexte géopolitique, qui est un contexte relativement troublé pour une génération qui pourtant a besoin d'une certaine stabilité. Dans le côté technologie et communication, c'est deux caractéristiques importantes aussi pour observer les générations. Je l'ai déjà mentionné en passant, on est vraiment dans du tout virtuellement, presque tout virtuellement. On achète en ligne, on démarre un couple en ligne, on cherche du travail en ligne avec un profil connecté auprès d'une agence de placement virtuel en ligne. Tout se fait de manière virtuelle. Les amitiés virtuelles ne sont pas des fausses amitiés. Si vous dites tu ferais mieux de développer des vraies amitiés, en fait, pour eux, les amitiés virtuelles sont tout autant vraies que les amitiés qui sont vécues pratiquement dans la réalité. Elle étudie, elle s'informe beaucoup et finalement, elle utilise les médias vraiment à bon escient pour vivre ce qu'elle a à vivre. Les valeurs, style de vie, là je passe très vite à travers, excusez-moi, sinon on n'aura pas le temps de passer à la suite. Je suis désolé, ça ne se fait pas tellement. Peut-être juste la perception du monde. C'est intéressant de voir que la Gen Z fait l'honneur au monde de le considérer et de lui proposer ses talents. Il y a une inversion du rapport à l'employeur aussi, où le Gen Z fait l'honneur à un patron de lui proposer ses talents pour faire fructifier son entreprise, alors qu'avant, on était content d'obtenir un travail de la part d'un patron. Donc, pour lui, le monde réel est généralement plus fatigant que les mondes virtuels. La perception de Dieu, eh bien, pour les non-croyants de la génération Z, c'est la divinisation du numérique tout-puissant. Le numérique devient Dieu, en gros. Et pour des chrétiens, pour les personnes engagées avec Jésus, il y a une recherche d'intimité et d'authenticité avec Dieu, qu'un Dieu proche et très relationnel. Par rapport à l'Église, là également, les talents reçus de Dieu sont volontiers mis au service d'une cause qui fait sens, mais il y a besoin d'une vision claire, il y a besoin des idéaux clairs, des projets clairs, des mouvements clairs, des événements bien vécus, une Église organique relationnelle avant tout. Vous pouvez volontiers, si vous le souhaitez, télécharger cette présentation complète avec toutes les générations. Vous connaissez peut-être le principe QR code. Vous pouvez faire une photo avec votre smartphone. La présentation PowerPoint complète, elle comporte un tableau de regard croisé des différentes générations, les unes par rapport aux autres, des conseils pour accueillir et pour apprendre des autres générations. C'est quelque chose qui pourra aussi être mis à disposition par après, suite à cette présentation. Quelques réflexions autour de l'accompagnement de cette nouvelle génération.
eh bien, dans l'accompagnement parental, on réalise bien que c'est un immense travail. Et c'est pareil pour toutes les générations finalement, hein. Si on prend notre Gen Z dans son ensemble, corps, âme et esprit, eh bien, on réalise qu'il y a tout un tas d'éducations qui sont nécessaires, que les parents s'efforcent du mieux possible de transmettre. Il n'existe pas forcément aujourd'hui une sorte de Parents Academy où on apprend toutes ces facettes d'éducation, mais finalement, on voit qu'il y a aussi quand même cette éducation spirituelle où finalement, il y a une responsabilité première dans le contexte des familles de pouvoir transmettre les valeurs de la foi, aux côtés, bien sûr, de tout un tas d'autres valeurs, d'autres choses qui sont là, la morale, les relations, l'éducation civique, etc. Mais les questions se posent quand même. Comment être adéquat dans tous ces domaines? C'est énorme. Et puis, quels sont les soutiens qu'on peut recevoir dans chacun des domaines? Je pense effectivement que l'Église, pour tout ce qui est de l'éducation spirituelle, est un excellent soutien et on a tout intérêt à développer des outils et des éléments qui permettent finalement de soutenir les parents dans leur mandat premier, de pouvoir offrir une éducation spirituelle et finalement aussi une motivation de découvrir l'appel. Quel est l'appel de Dieu pour ma vie, pour la vie aussi de mon jeune? Je ne vais pas montrer tout le détail, mais c'est assez intéressant de voir ce tableau et pourrait le regarder plus en détail. Il y a certains marqueurs générationnels, comme par exemple l'accent de foi. On voit que pour les boosters, eh bien, c'était la fidélité, la confiance. Pour les boomers, ça devient plus les connaissances, les compétences. Donc, beaucoup de théologiens se sont développés avec excellence, avec brio dans ces générations-là. Gen X plutôt du vécu individuel, des expériences, et au niveau des autres générations qui suivent, les jeunes générations, des expériences de groupe. Donc, un accent fort, une attente forte sur du vécu. La loyauté face à l'Église, élevée, très élevée même pour les boosters, alors qu'elle devient moyenne pour les boomers, parce qu'on est aussi un peu occupé par soi, rarement présente dans les générations X. D'ailleurs, beaucoup ont déserté malheureusement nos églises. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les dénominations, mais dans la majorité, c'est malheureusement le cas. Et par contre, dans les Gen Y, Gen Z, il y a une loyauté moins par rapport à l'église, mais plus par rapport à la tribu, pas forcément par rapport à l'église locale. Et au niveau finance, par exemple, la dîme, eh bien, donner la dîme, c'est presque une loi, une norme pour le booster. Pour le boomer, pardon, on donne à plusieurs institutions. On est un peu dans le système de l'arrosoir pour beaucoup. Et pour les Gen X, on donne si on a un rapport direct avec le bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on veut vivre l'expérience avec et que ça soit rentable pour ce qu'on vit. Pour les Gen Y, Gen Z, on partage principalement dans le contexte de la tribu avant de penser à une organisation externe. Juste quelques caractéristiques, il y en a encore d'autres, vous pourrez les découvrir si vous le souhaitez, mais c'est relativement parlant. Je voulais juste en souligner une ou deux par rapport à la vie d'église aussi. Dans la question de l'accompagnement spirituel du Gen Z, eh bien, finalement, j'ai mentionné tout à l'heure cette pyramide de Maslow, et on est donc en droit de se dire qu'il y a un fort besoin d'appartenance. L'appartenance à une famille spirituelle est essentielle pour le Gen Z. Se retrouver dans une organisation plutôt que dans un organisme est un grand défi pour un Gen Z. Le besoin d'estime aussi, un environnement valorisant, un environnement honorant est fondamental pour qu'un Gen Z se mobilise dans le contexte de son groupe de jeunes, de son église et dans le royaume de Dieu de manière plus générale. Assez intéressant de voir qu'il existe deux façons de voir l'humain qui cohabitent dans nos églises, deux philosophies, deux approches qui cohabitent dans nos églises. La première, c'est de dire, on considère souvent que l'humain est premièrement de nature pécheresse. Et c'est biblique, hein, les deux approches sont parfaitement bibliques. Nul ne vient au monde sans avoir péché, enfin, bref, tout est clair à ce niveau-là. Heureusement, Jésus l'a sauvé par grâce à la croix. Et donc, on pourra appeler la personne un pécheur gracié. L'autre approche, c'est de dire que l'humain est une créature merveilleuse, créée à l'image parfaite de Dieu. Et oui, il y a eu le péché, c'est vrai, mais déjà, Jésus a réglé cela à la croix par la grâce. Et donc, on va appeler les personnes plutôt des créatures merveilleuses, graciées. Finalement, dans le premier cas, mon vis-à-vis, il est défini par ses manquements, par ses péchés passés même. Et finalement, dans cette autre optique, eh bien, mon vis-à-vis, il est défini par son potentiel. Un potentiel qui a clairement été marqué par le péché, mais qui a clairement été encore plus marqué par Jésus qui l'a racheté. Et finalement, la Gen Z, elle apprécie énormément cette deuxième approche.
Et peut-être ça mérite la réflexion. Dans nos contextes, comment est-ce qu'on vit ces réalités d'approche, de considérer l'humain dans le contexte du plan de Dieu. J'arrive bientôt au terme de ma petite présentation. Dans l'accompagnement spirituel des générations, eh bien le contact avec les générations Z, avec différents types d'autorités, c'est un aspect important aussi à considérer dans l'accompagnement des Gen Z. Il y a toujours des leaders, il y a des anciens, il y a des parents, il y a des pasteurs dans certaines églises, etc. Eh bien, chaque autorité finalement qui est multifacette, on voit que chaque personne a une autorité naturelle. Et ça, c'est une autorité que les Gen Z aiment beaucoup. Si elle est non dysfonctionnelle. Bien sûr, si elle est abusive, si elle est autoritaire ou écrasante, l'autorité naturelle ne sera pas appréciée. Mais si elle est présente et puis qu'une personne a une autorité naturelle, c'est d'une grande aide, notamment dans l'animation jeunesse. L'autorité technique aussi, de savoir faire des choses, d'être compétent dans les domaines, eh bien, c'est aussi, le Gen Z reconnaît volontiers, quand je mets le Gen Z, c'est la Gen Z aussi, reconnaît les personnes qui sont compétentes. On aime les gens qui sont capables. L'autorité structurelle, c'est aussi une des facettes des différentes autorités qui sont présentes dans chaque vie, dans chaque personne. Eh bien, c'est une autorité de laquelle les Gen Z se méfient volontiers. Ils n'aiment pas beaucoup les fonctions, les autorités fonctionnelles et les titres, les grades et les choses comme ça. Et peut-être des fois dans nos églises, on travaille avec une autorité structurelle avec des titres. L'autorité d'expérience, ça c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour la génération Z parce qu'elle veut être indépendante, elle veut être déconnectée des générations précédentes, même si finalement elle arrive, après avoir vécu une rencontre avec Jésus, à honorer les générations qui l'ont précédée. Et finalement, l'autorité spirituelle. Le Gen Z, il a besoin de comprendre qu'il a la même autorité spirituelle que toutes les autres générations qui sont présentes parce que son autorité lui vient de la personne de Jésus-Christ lui-même. Voilà, je termine ici. On pourrait approfondir encore davantage. Désolé d'avoir été un tout petit peu rapide dans les présentations des différentes facettes, des différentes caractéristiques, mais dans les discussions, peut-être on aura l'occasion d'y revenir et je rends volontiers le micro à Christophe pour l'animation de la suite de la table ronde. Merci beaucoup, Christian, pour cet exposé. Et effectivement, merci aussi de mettre à disposition ces ressources de façon à ce que chacune et chacun puisse aller creuser et puis regarder plus les différentes cases des tableaux d'une façon différente, si j'ai bien compris, suivant la génération à laquelle on appartient. Pour la table ronde, ce que nous avons aussi voulu ce soir, c'est demander à Marion et Frédéric, et puis te demander, Christian, comment ces caractéristiques sociologiques que tu viens de nous exposer se rencontrent en pratique dans le domaine de la vie chrétienne et de l'Église, puisque les caractéristiques sociologiques sont importantes, mais ensuite, chaque génération a une rencontre à faire avec Dieu, chaque génération a une rencontre à faire avec l'Évangile et a besoin d'être aussi changée par l'Évangile de façon à ce que, peut-être comme le dit Psaume 145, que chaque génération célèbre tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir. Et donc, c'est un petit peu le but de cette table ronde. Vous pouvez continuer également à poser vos questions. Je vais demander peut-être à Marion de se présenter plus longuement que ce que je ne l'ai fait tout à l'heure d'entrée de plume. Ça marche, merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir et merci beaucoup encore Christian pour cette intervention. Je m'appelle Marion Poujol, je suis française, je suis de fin de génération X, donc un peu à cheval sur la Y, donc j'ai l'impression qu'en fonction de mes humeurs, je suis de l'un à l'autre, parce que je suis de 81. Et comme l'a dit Christophe tout à l'heure, je travaille pour les groupes bibliques universitaires depuis 10 ans. Donc, en gros, ça veut dire que j'assure la formation et l'accompagnement des étudiants, parce que le GBU, c'est une association étudiante, et donc des étudiants responsables qui s'engagent dans cette assoce. Donc, ça veut dire que mon travail, c'est d'accompagner des Gen Y et des Gen Z. Je fais ça toute la journée. Avant le GBU, j'ai été enseignante en collège et en lycée, en histoire et en géographie pendant une carrière très rapide. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, j'ai fait des études d'histoire principalement, un peu de géographie quand même pour avoir mon concours, mais principalement de l'histoire et de la théologie. Voilà. Merci Marion. Et
Parole à toi, Frédéric. Oui, Christian m'a révélé qu'étant né en 62, je suis boomer. Je pensais que je suis génération X, mais je suis boomer. OK. OK, boomer. Hein? Marié avec Siglinda, je suis du Pays-Bas. J'ai vécu en Suisse plusieurs années et travaillé en tant qu'ingénieur en mécanique avant de partir en Afrique pour la mission. Et depuis environ 10 ans, on est de retour en Hollande et on a travaillé, on est toujours en plein temps dans l'enseignement biblique, surtout international. Et aussi sur place dans l'Assemblée locale, on a conduit le groupe des jeunes. Dans le pays, j'ai participé en équipe qui était pendant 6 ans, 7 ans avec une centaine de jeunes pour le week-end des jeunes et aussi des formations des jeunes, génération X, Y, ou surtout Y. Voilà, j'ai 3 enfants de 26, 28 et 30 ans. Alors, je viens de parler avec ma fille aussi de ses caractéristiques. Et alors, je crois que ça tombe tous très bien, ce qu'on vient d'entendre. Alors, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup pour ces présentations. Et Christian a décrit des caractéristiques de ces générations Y et Z. Vous, Marion, Frédéric, Christian, dans vos relations avec cette génération, quels atouts vous voyez dans cette génération et peut-être les atouts plus dans le cadre d'une perspective d'engagement dans la vie chrétienne et dans l'Église? Marion, tu veux commencer ou... Moi, je veux toujours commencer. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Oui, je pense juste, la première chose qui me vient, et je vais juste m'en tenir à une chose, c'est, Christian en a parlé, une grande flexibilité. Alors, c'est une grande flexibilité de la pensée aussi, et des fois, ça peut un peu nous perturber, mais c'est aussi une grande capacité d'adaptation et une grande capacité de création. Et je pense que moi, c'est quelque chose qui me fascine sans cesse. Ils sont très créatifs et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'entreprendre quelque chose qui n'a jamais été fait. Ils n'ont pas peur d'essayer, même s'ils ne savent pas trop à quoi ça ressemble. Et je pense que ça, c'est très, très précieux dans les églises, des personnes qui ne vont pas mettre 5 ans à réfléchir du pourquoi, du comment, à faire un plan. Mais ils ont une envie, il y a un créneau qui est là. Et ben, ils vont y aller, ils vont se lancer et ils vont faire des choses, des fois, d'une qualité totalement étonnante. Donc voilà, cette grande capacité d'adaptation et cette grande capacité de création, moi je trouve que c'est un grand atout. Et moi, même si je suis un peu Gen Y, ça reste quand même quelque chose que je regarde avec beaucoup d'admiration parce que je ne partage pas ça. Toi, Frédéric. Oui, ce que Christian aussi vient de dire, que c'est le pragmatisme qui, en principe, on est moins dans les principes, mais plutôt que si ça marche pour toi, c'est bon, et si ça marche pour moi, c'est bon aussi. Alors, chacun trouve son chemin, ce qui aide à vivre. Et le monde, bien sûr, est très complexe, et un monde global qui est très large, qui est très grand. Beaucoup d'informations, il faut savoir choisir aussi comment appliquer tout ce qu'on trouve sur l'Internet surtout et sur ce monde global. Je crois aussi que ce point de spontanéité de cette génération, cette énergie qu'il faut bien voir aussi comme une force, une chose très positive pour nos églises aussi. Et ils aiment les défis. Alors, de ce côté-là, on peut aussi vraiment présenter ce qu'est un disciple de Jésus-Christ qui porte vraiment sa croix, qui suit le Seigneur avec toute sa vie. Paul, il dit que je compare ma vie pour moi-même précieuse, mais il veut vraiment suivre Jésus-Christ. Alors, si on ne vend pas un christianisme très bon marché, mais vraiment, on met le standard plus haut. Ça, c'est quelque chose d'attractif, je crois, aussi pour eux. Merci beaucoup. Et pour toi, Christian? Je peux volontiers rebondir sur cette réalité que, dans mon observation, Jean 12, 24, si le grain qui tombe en terre ne meurt, eh bien, il reste seul. Mais s'il meurt, eh bien, il se multiplie et il y a une multiplication des fois assez impressionnante qui peut se produire. Et ce que j'observe, c'est que
pas mal de Gen Z dans mon entourage sont prêts, entre guillemets, à payer le prix. Pour autant que l'équipe soit là, pour autant que le contexte soit juste, que la motivation, la cause soit correcte, eh bien, ils vont jusqu'à l'infini, entre guillemets, mourir à soi, mourir à eux-mêmes pour qu'une multiplication, pour que quelque chose puisse émerger. Ça m'a beaucoup touché dans pas mal de projets qui ont été élaborés dans les églises locales de la région ici, où finalement on voit que les forces motrices, ce n'est pas forcément les Gen X qui ont beaucoup d'expérience, qui savent gérer les projets et tout ça. Ce n'est même pas des fois les Gen Y qui sont beaucoup occupés par la carrière, en train de monter, de s'établir, de se faire une situation. Mais il y avait beaucoup de Gen Z, des très jeunes, des personnes qui sont nées après l'an 2000 et qui sont finalement les chevilles ouvrières et motrices pour plusieurs excellents projets qui sont en train de se développer, des projets novateurs. Parce qu'il y a comme ça a été mentionné, il n'y a pas cette crainte de faire faux quelque part. Il y a cette liberté de pouvoir prendre une page blanche et je n'ai pas besoin d'avoir 1000 expériences avant pour l'oser me lancer dans les choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très fort et je pense que les églises vont en bénéficier vraiment. Le royaume de Dieu va en bénéficier d'une manière générale. Justement, vous avez mentionné un standard de vie chrétienne qui soit très haut, quelque chose d'attractif pour cette génération. Et puis ici, plusieurs générations que tu as décrites, Christian, assistent et peuvent se demander comment j'entre en relation avec cette génération Y, avec cette génération Z, comment je peux interagir, discuter, peut-être même, si je me rapproche, comment je peux mentorer, conseiller. Faut-il le faire, inciter à s'engager dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que vous conseilleriez comme chose à faire et à ne pas faire pour entrer en lien, échanger et être plus en relation étroite avec cette génération? Peut-être Marion, par ton expérience dans les GBU, puis ensuite Christian et Frédéric. Ouais, moi, je voudrais revenir sur tout ce que disait Christian sur l'autorité, là, à la fin, les différents types d'autorité et comment les Gen Z réagissent. Pour moi, c'est très, très pertinent parce que quand un Gen X et peut-être même encore plus un boomer va essayer de rentrer en relation avec ces nouvelles générations et par exemple proposer du mentorat ou proposer de l'aide, il va y avoir l'idée de dire parce que je suis plus âgé ou parce que je suis un cadre de l'Église, mon autorité elle est légitime et on s'attend à ce que les nouvelles générations juste te serrent la main et te disent oui tout à fait, tu es plus âgé, tu prêches dans l'Église donc ton autorité est légitime. Mais en fait ça fonctionne pas du tout. L'autorité elle va être légitime pour les nouvelles générations si on a une relation suffisante, une relation qui se crée, ça peut créer l'autorité naturelle, même si on n'est pas forcément charismatique au sens propre du terme. Le fait d'avoir une relation, d'être à l'écoute, de prendre leur réalité, ça va créer cette autorité naturelle. Et les compétences. Et je pense que pour moi, c'est vraiment important de savoir que si vous avez le désir d'accompagner ces générations-là, il va falloir que vous fassiez vos preuves. Il va falloir que vous fassiez vos preuves en termes de relations. Il va falloir que vous fassiez vos preuves en termes de compétences. Ils ne vont pas vous écouter juste parce que vous avez 50 ans et que vous faites tourner l'Église depuis 20 ans. Ça ne suffit pas, en fait. Il va falloir que vous montriez que vous êtes capable de réagir à leurs idées, à leurs intuitions, à leurs émotions, que vous êtes compétent pour les sujets auxquels ils abordent. Et je pense que la chose à ne pas faire, ce serait d'arriver avec une espèce d'évidence qu'en fait, votre statut suffit pour qu'ils vous accordent une confiance. Alors qu'en fait, non, ça ne va pas suffire. Il va falloir que ça se construise dans la relation et dans le fait de montrer les compétences et dans le fait d'être capable aussi de donner du sens. Je pense à cette histoire de quête de sens qui est déjà la spécificité du Y, elle est devenue complètement essentielle chez les Z. Ils vont faire les choses que si vous pouvez leur dire voilà quel va être le sens pour toi, voilà quel va être l'intérêt pour toi. Ils ont besoin de savoir quel est le bout de la route, en fait, savoir où est-ce que ça va les mener. Une fois qu'ils sont là, ça ne les gêne pas de passer à droite, de passer à gauche, mais ils ne vont pas se lancer s'ils ne savent pas quel est le sens qu'ils doivent mettre et que vous mettez dans cette collaboration ou dans cet accompagnement, quoi. Autorité légitime des 50 ans, c'est tombe bien. On a 2 échantillons qui vont pouvoir compléter. Et la quête de sens. Donc, je ne sais pas, Frédéric ou Christian, si vous souhaitez intervenir. Peut-être je peux intervenir cette fois avant Frédéric, très brièvement en donnant une petite histoire. J'ai eu l'occasion d'accompagner une personne qui avait 62 ans
et qui se disait animateur jeunesse. Sincèrement, j'étais un peu sceptique, mais je m'en suis mordu les doigts, sincèrement, parce que j'ai pu assister à une rencontre où ce gars, animateur bénévole dans une église à temps partiel, comme ça, donne beaucoup de temps pour ces générations depuis des années. Finalement, un Gen Z lui a présenté un projet technique qu'il voulait réaliser. Le gars de 62 ans l'a écouté avec attention. Et puis, tout à la fin, il lui a dit comme ça, mais tu sais, à partir de la première minute déjà, je ne comprenais plus rien du tout de ce que tu me racontais, mais purée, ça sent super bon ton projet. Et je vais être derrière toi et je vais t'appuyer parce que je crois que les compétences que toi tu amènes dans ce projet vont permettre que ce sera une réussite et ça va être extraordinaire. Et peut-être cette approche où on n'a pas besoin d'être meilleur que l'autre, on n'a pas besoin d'avoir tout compris pour le Gen Z. Oui, des compétences, mais des compétences d'écoute peut-être, ou des compétences de respect, ou des compétences de voir le potentiel dans la vie du jeune vont être en premier plan, alors que peut-être de comprendre qu'il faudra tel réseau social pour réaliser telle ou telle connexion, c'est finalement un petit peu secondaire quand même. Donc, moi, j'aimerais juste donner cette petite anecdote pour montrer cette réalité. Je l'ai mentionné en passant aussi, de voir le potentiel plutôt que les manquements. On a tôt fait de voir les manquements chez les Gen Z, ils en ont tellement. Par contre, le potentiel, c'est quelque chose, quand on le donne, quand on le libère, quand on le reconnaît, il y a vraiment quelque chose qui stimule l'estime de soi et puis l'appartenance. Frédéric. Appuyer ça avec un exemple d'une décision que j'ai faite. Alors, je disais que j'ai fait dans une équipe pour le week-end des jeunes. Il y avait une centaine de jeunes qui étaient pendant 6 ans. On était 2 fois par an. On avait de tels week-ends. Et on a commencé en équipe en 2011 et il y a 1-2 ans, j'ai dit que je veux quitter cette équipe, tout d'abord à cause de mon âge, mais aussi de faire la liberté, place libre pour libérer la place pour que d'autres plus jeunes puissent prendre ma place. Et lorsque je reste dans cette position, je bloque en principe et je sentais quand même que c'est une génération qui vit très différemment que je vis. Alors, c'est important de créer la place pour une génération plus jeune. Et voilà, alors ça donnait aussi que d'autres entrent dans une telle équipe. Ce ne veut pas dire que le Seigneur n'a plus rien à faire pour moi, mais il me donne d'autres tâches à mon âge et que je crois l'âge différence, les différences de l'âge entre le mentor et celui qui est le disciple, disons, peut-être 10 ans, max 20 ans, mais pas au-delà, pour vraiment comprendre aussi cette vie, ce qu'ils vivent. Et je crois que dans le contact, je crois que c'est l'authenticité qui est très importante, d'être ouvert, de partager aussi ses propres luttes, ses propres difficultés, les défis qu'on rencontre, qu'on ne communique pas que je suis professeur, j'ai toutes les réponses et je maîtrise la vie. Mais les questions qu'ils posent sont des questions réelles parce que le monde est très difficile et compliqué autour d'eux. Merci Frédéric. Le fait de ce que je dis et pas ce que je fais ne marche vraiment pas avec cette génération. Bon, ça n'a pas vraiment marché avec les autres non plus. Alors justement, ça nous amène à une question du panel, parce que vous mentionnez l'énergie, les défis qu'aime cette génération, cette flexibilité. Mais on pourrait se dire, mais la génération X, quand elle avait 20 ans, est-ce qu'elle n'était pas comme ça? Et puis, la génération des boosters, est-ce qu'ils n'étaient pas comme ça? Non plus. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que chaque génération qui a 20 ans a les mêmes caractéristiques? Ou alors, cette génération a-t-elle des caractéristiques quand même différentes? Peut-être brièvement, puisqu'on l'a déjà un petit peu. Je pense le fait de penser qu'on a mieux compris que les autres et le fait de vouloir changer le monde, c'est en effet quelque chose qui est lié au fait d'avoir entre 15 et 20 ans. Et donc, c'est pas, je veux dire, la génération de mai 68 voulait changer le monde quand ils avaient 20 ans. Donc, c'est pas vraiment le fait de vouloir changer le monde ou d'avoir de l'énergie qui est la spécificité de la génération Z. Mais c'est plutôt le fait que c'est plutôt la façon dont ils vont le faire en fait. Le fait, on a parlé déjà, mais un très très grand pragmatisme. Il y a plutôt la volonté de changer le monde des générations Z. Si on compare mai 68
à la volonté de la génération Z de sauver la planète, par exemple, gros enjeu du moment. C'était beaucoup d'idéalisme, c'était beaucoup des grands principes qui étaient sous-jacents en mai 68, c'était des grandes idées sur le vivre ensemble. La génération Z, ils sont pragmatiques, en fait. Ils veulent faire des choses qui ont un effet immédiat. Ils veulent faire des choses qui vont pouvoir... donc, c'est vraiment un rapport au changement qui est très, très différent. Donc oui, le côté vouloir changer le monde et le côté énergie, c'est le même. Mais il y a quand même un regard qui est très, très différent, cette importance de la tribu et de la tribu pour la tribu, je pense. Toutes les générations, à 15 ans, on aime faire partie d'un groupe. C'est la partie de la construction de l'adolescence, on aime faire partie d'un groupe. Mais je pense dans les générations d'avant, le groupe était avant là pour flatter l'individu. Moi, j'ai fait partie de ce truc-là. On veut faire partie d'un groupe parce qu'on veut flatter l'individu. Aujourd'hui, les générations Z, ils se dissolvent complètement dans le groupe. Ils sont le groupe. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une nièce de 15 ans. Son rêve, c'est juste de s'installer avec tous ses amis dans une grande colocation quand ils seront étudiants, puis de jamais se quitter et puis de passer tout leur temps ensemble. Et c'est vraiment cette idée de se dissoudre dans le groupe et pas d'utiliser le groupe. Alors que je pense que les générations d'avant, il y avait un rapport au groupe qui était différent. Donc, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a quand même un accent. Les générations ne réinventent pas non plus tout, mais il y a un accent quand même qui est particulier. Mais j'imagine que Christian pourrait être encore plus spécifique que moi sur certains traits. J'aime beaucoup comme tu décris ça. Je pense qu'il y a une réalité un peu différente aussi sur les outils qui sont à disposition. Si je regarde ma fille de 14 ans, alors on peut arriver à la saturation d'informations. On dit des fois que cette génération, elle ne veut plus lire des livres. En fait, quand on cumule la totalité des choses lues en une journée par un Gen Z, c'est davantage que toutes les autres générations lisent dans leur quotidien, dans des livres très épais, écrits tout petits. Donc, il y a une immense avalanche d'informations qui est traitée à la façon de Gen Z. Et moi-même, je ne sais pas le faire, ça. Je ne suis pas capable de le faire. Et finalement, cette arme redoutable du numérique est très... est vraiment une arme unique dans cette génération. Il n'y a pas eu ça avant. Il n'y a pas eu d'outils pour l'accès à l'information aussi puissant que ce qu'on peut observer aujourd'hui pour une génération Z. Et ça la différencie vraiment. Je pense ce côté d'équipe aussi, comme tu mentionnes, Marion, le fait d'avoir ces réalités d'écosystèmes complets qui se suffisent à eux-mêmes et où chacun a sa place, chacun est important. C'est aussi quelque chose qui est très différent par rapport à peut-être mon époque où j'avais 15-16 ans aussi. On était une bande aussi, c'est vrai, mais finalement, on était davantage des individus intéressés par notre propre parcours, en fin de compte. Alors que le Gen Z, il est prêt à renoncer à son propre parcours, finalement, au bénéfice d'un objectif commun qui pourrait être atteint. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'on se focalise sur les manquements. Et puis, dans tes deux schémas, Christian, tu as aussi vu plutôt le côté verre à moitié vide, verre à moitié plein. Je pense que c'est important aussi de partager quelque chose autour des fragilités, des manquements ou des turpitudes de cette nouvelle génération et en quoi pouvons-nous du coup les aider? Peut-être l'un ou l'autre, Frédéric, peut-être. Ce qui me frappe, c'est que j'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont déjà dans un burn-out. On ne sait pas de quoi exactement, mais souvent c'est aussi en liaison avec toute cette immense information qu'ils doivent digérer. En tout cas, la vie est compliquée et les choix sont immenses. Ils ont une grande difficulté à trouver leur piste pour les études. Qu'est-ce qu'ils veulent étudier? Ils changent plusieurs fois. Alors, oui, les options sont très larges et je crois qu'une église ou une personne plus âgée peut aussi aider à faire des choix, avec sagesse, avec aussi un certain pragmatisme de vie, ou certaines leçons qu'on a apprises dans la vie, d'aider les jeunes aussi à persévérer, pas tout de suite changer. Si ça ne marche pas, après 2 mois, je change une autre piste d'études, mais que non, essaye d'abord une année de faire le physique. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours changer, mais persévère et encourager
de rester sur un trajet. Merci beaucoup. Marion? Je pense une de leurs grandes vulnérabilités, c'est aussi toutes les questions des émotions. C'est une génération qui est excessivement émotionnelle, qui prend tout très à cœur. Et pas leur parcours personnel, ils vont prendre très à cœur la cause des femmes, ils vont prendre très à cœur la cause de la planète. Et c'est avec toujours, enfin, l'injustice, l'injustice a toujours fait tout le monde, mais c'est excessivement émotif, très, très, très émotionnel. C'est lié à plein de choses. Les réseaux sociaux excitent vraiment le côté intuitif du cerveau et moins le côté rationnel. Et du coup, ils sont habitués à réagir beaucoup plus viscéralement qu'avec le recul. Peut-être que nous, les générations d'avant, on nous a appris à l'école, l'effort, tout ça, tout ça. Et je pense qu'ils ont besoin et à la fois qu'on puisse leur donner le cadre rationnel que eux n'auront pas naturellement, mais en même temps, pour les rejoindre, il faut qu'il y ait vraiment de l'empathie. Parce que je pense qu'ils ne peuvent pas nous suivre sur l'idée de réfléchir un peu à ces notions-là avec un peu plus de calme, avec un peu plus de réflexion sur le long terme, sur le passé, le futur, etc. Si ils ont l'impression qu'en face, le Gen X ou le boomer ne comprend pas à quel point c'est grave. Et je pense que des fois, c'est un peu des volcans devant nous, donc on veut essayer de faire les sages et de dire oui, en fait, c'est pas si grave que ça, mais c'est pas ça dont ils ont besoin pour être rejoints. Il faut pouvoir dire oui, oui, c'est révoltant, et pouvoir les rejoindre dans l'empathie pour après pouvoir construire quelque chose. Et je pense qu'il y a des fois des volontés de les aider à mieux gérer les émotions en niant leurs émotions ou en disant oh, t'exagères un peu quand même ou t'en fais trop, etc. Parce que c'est le regard qu'on porte sur le débordement. Mais en fait, ils ont besoin d'entendre qu'en fait, on comprend que leur révolte, elle est juste, mais que ce n'est pas la seule façon d'être confronté au problème et qu'après, on peut arriver à dialoguer avec eux et de leur proposer un cadre de réflexion peut-être un peu moins émotionnel et plus relationnel. Mais il faut commencer par l'empathie, quoi. Je vous propose, là, on est à la moitié de la table ronde. On a beaucoup vu les caractéristiques de cette génération, comment entrer en relation, mieux les comprendre, force, faiblesse. J'aimerais peut-être qu'on se focalise sur deux choses. Il y a aussi des questions du panel qui rejoignent ces deux aspects. L'engagement dans la vie chrétienne et dans l'Église royaume de Dieu. L'engagement dans la vie chrétienne, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que c'est une génération qui est très flexible, qui est très fluide quelque part. Alors on peut se dire, est-ce que cette génération, finalement, elle a des convictions qui sont fermes ou est-ce que c'est surtout une affaire de vie, de relation? Et c'est comme un corps humain, quelque part. Le squelette tient le corps humain, ce sont les convictions. Alors, les générations X, si j'ai bien suivi l'exposé, ont un squelette, qui prennent soin de leur squelette, alors que d'autres générations prennent plus soin de leur tissu et de la vie. Et donc, pour constituer ce squelette de conviction de cette génération, qu'est-ce que vous verriez? Comment les accompagner dans cette constitution de conviction? Peut-être Christian, puisque... Merci. Il y a une statistique assez intéressante qui n'a pas changé depuis une trentaine d'années que des études se font. C'est assez intéressant de voir qu'il y a environ 2% de la population mondiale qui est dite self-starteuse, donc qui démarre d'elle-même, qui est à auto-allumage quelque part. Une personne, on lui donne une Bible, par exemple, on la met sur une île. On revient 2 ans plus tard, la personne aura lu le message, l'aura compris, aura implanté des églises, aura démarré des orphelinats, aura préparé des bases missionnaires pour aller sur l'île suivante, par exemple. Je caricature un tantinet. Et 8% qui sont ce qu'on appelle des early adopters, donc des personnes qui rapidement vont pouvoir entrer dans une vision proposée par quelqu'un qui les précède. Et 90% sont des followers. Et ça, c'est la population mondiale, toute ethnie, toute caractéristique, c'est l'humanité. Ces caractéristiques se retrouvent effectivement partout. Et ça me fait penser que je ne compterai pas sur le do-it-yourself, le self-made Gen Z. Le Gen Z, il y en a aussi 90% qui sont finalement des followers premièrement. Donc, il n'y a pas forcément un esprit d'entrepreneuriat, qui ont peut-être ces facilités-là, ces caractéristiques, mais qui n'ont pas la matière première pour entreprendre les choses vraiment jusqu'au bout.
Autrement dit, j'ai montré l'influence parentale, hein, avec toutes ces éducations, différentes influences qui sont là. Je ne crois pas à l'autodiscipulat de certains jeunes. Je le vois chez ma fille et ses amis aussi. Plusieurs vivent dans des familles chrétiennes et pourtant, la simple stabulation libre dans une famille chrétienne ne suffit pas pour que cette personne, ces jeunes, deviennent des disciples matures en Christ. Donc, il y a besoin d'intentionnalité dans leur accompagnement et c'est mon observation dans l'aspect du discipulat. Paul parle par exemple, dans 1 Corinthiens 3, il parle de ce fondement que lui, Paul, a construit dans la vie des Corinthiens. Il leur dit, chers Corinthiens, j'ai construit comme un sage architecte ce fondement en vous, ce fondement qui est Jésus-Christ, et ensuite Apollos est venu construire dessus. Finalement, cette construction intentionnelle comme un sage architecte, c'est ce qu'on peut appeler le discipulat ou le fait de faire des disciples. Et ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique, c'est du vécu partagé. Et finalement, c'est ce qui va faire qu'un jeune va devenir vraiment disciple de Christ et pas peut-être consommateur de messages chrétiens ou simplement enfant de parents chrétiens. Et donc l'intentionnalité dans l'accompagnement, parce que justement il y a une majorité de followers, de suiveurs, eh bien c'est quelque chose qui sera à mon sens vraiment incontournable pour que cette génération puisse vraiment s'engager aussi dans les appels qui sont les leurs. Marion, Frédéric? Moi, je pense que je peux commencer par dire qu'ils n'ont pas moins de conviction que les générations d'avant. Ils sont très convaincus, des fois même, c'est un peu fatigant à quel point ils sont très convaincus de certains trucs. Donc, il ne manque pas de conviction, mais c'est vrai que la façon dont leur conviction, notamment leur conviction chrétienne, va se construire, ça va être très différent de la façon dont nous, on va aller. Moi, j'étais très à l'aise de m'asseoir et de prendre un carnet, un stylo et d'écouter et de noter. Et d'être dans une activité d'éducation qui était passive. Et la personne devant, elle sait plus de choses que moi, donc je vais l'écouter. Alors, j'ai quand même ma Bible ouverte parce que je suis déjà un peu génération Y et que je vérifie que la personne ne me raconte pas n'importe quoi. Mais quand même, je suis à l'aise dans le rapport professeur-élève. Ce n'est pas le cas du tout de cette génération. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas à l'aise d'ailleurs, ils sont obligés d'être à l'aise parce que rien qu'en France, dans l'éducation nationale, on ne connaît que ça. Donc, ils savent faire, mais ce n'est pas là où ils vont apprendre. Ce n'est pas là où ils vont être engagés. Ce n'est pas là où ils vont être heureux dans leur apprentissage. Et je pense que proposer non pas juste des choses sous forme, si on prend un truc d'église, proposer pas que des prédications où la personne parle et la personne lit, mais proposer des discussions autour de la Bible, études bibliques où la personne va réagir, où elle va dire comment elle pense, etc., où ils peuvent... Bon, c'est de la pédagogie qui ne date pas de la génération Z, hein, qu'on apprend mieux quand on découvre par soi-même, mais c'est d'autant plus important pour cette génération-là qui a besoin d'expérimenter, qui est, on dit, je ne sais pas si vous connaissez le profil kinesthésique, c'est les gens qui apprennent en faisant. Il y a beaucoup de kinesthésiques dans la génération Z. Ils ont besoin d'expérimenter, ils ont besoin de faire. Et donc, un enseignement biblique qui va être basé sur le dialogue, on va lire un texte ensemble, tu vas dire ce que tu en penses, je vais dire ce que j'en pense, on va essayer de comprendre comment le texte, et il va y avoir aussi, comme disait Christian, du vécu partagé, on avance ensemble. Je pense que c'est vraiment la façon dont ils vont pouvoir forger leur conviction, se confronter au texte avec un accompagnant, pas seul, parce qu'en effet, je pense pas, enfin, comme disait Christian, c'est pas des gens qui vont devenir disciples et qui vont s'auto-enseigner. Ils ont besoin qu'on soit à côté d'eux et pas devant eux. Peut-être si on doit faire un truc un peu, qu'on soit à côté d'eux et qu'on lise avec eux et qu'on réagisse et qu'on les fasse réfléchir et qu'on leur pose des questions et qu'on réponde à leurs questions. Voilà. Frédéric, il faudrait que tu actives ton micro si tu veux dire. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Oui, je crois que cet entretien ouvert, et ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils peuvent vivre avec plusieurs réponses. En tant qu'enseignant de la parole, je dis que c'est A ou B, et pour eux, ça peut aussi être A et B, et même C. Et ça ne dérange pas. Et Jacques, un peu, si toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, hein, cette tolérance, on se pose la question, mais où est alors une autorité hein, qui les dirige dans la vie? Et ils écoutent, hein, bien sûr, hein, tous les voix hein, dehors des amis, hein, et ils écoutent ce que la Bible dit, et ils écoutent ce que les parents disent et ce que la société dit. Beaucoup de voix hein, qui les conduisent.
Ce qui est aussi intéressant, c'est dans les médias, c'est les influencers, hein? Les personnes clés qui regardent, ils ont un grand rôle qui jouent dans leur vie. Hein? Ils ont des followers, hein, et tout le monde les regarde parce que ce sont des modèles, des héros. Et peut-être aussi dans l'Église, on a besoin des modèles, hein, des gens qui vivent aussi ce qu'ils disent dans la pratique, pas seulement enseignement biblique, mais aussi comment cette foi, cette conviction se traduit dans la vie réelle en ce qui concerne la miséricorde et la justice et qu'est-ce qu'on fait pour la planète, toutes ces questions, hein, concrètes. Qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres, hein, pour les réfugiés, les migrants. Et les accompagner dans de telles choses pratiques, probablement, c'est une chose qui peut les convaincre que c'est une foi réelle. Cette foi doit se voir, pas seulement en conviction, hein, parler, mais aussi dans les actes de vie. Alors, j'avais deux questions ensuite par rapport à l'Église, plus précisément. Il y a une question peut-être un petit peu plus théorique. La vision d'une Église, tu as montré en fait ces cloisonnements entre les différentes générations de poules, Christian, au début. Et est-ce que la vision de l'Église, elle est plus donnée par une génération plutôt qu'une autre? Ne faut-il pas mêler toutes les générations pour construire la vision de l'Église? Alors ça, c'était peut-être le premier point. Et la deuxième question que j'avais derrière, mais que je vous reposerai après les réponses, c'est, soyons un petit peu concrets, comment concrètement cette génération peut s'engager dans l'Église. Mais d'abord, la vision. Christian, par exemple. Volontiers commencer, oui. Le fait est que la plupart des églises ont une caractéristique des marqueurs générationnels bien posés. La plupart des églises ont été implantées par des boosters ou des boomers, voire avant. Mais sociologiquement parlant, le reset, la remise à zéro, s'est produite avec les boosters dans notre contexte. Et finalement, beaucoup de structures d'église, de fonctionnement, de gouvernance, peut-être même de comment est-ce qu'on construit un programme, même le côté liturgique ou les éléments qui sont vraiment très variés dans le corps de Christ évangélique de manière générale, eh bien, il y a toujours un marqueur générationnel prédominant. Et certains marqueurs générationnels prédominants peuvent être facilement acceptés par les générations suivantes, et puis d'autres sont carrément de type limite répulsif. On a vraiment presque une allergie face à certains marqueurs qui sont présents. Et dans un contexte comme ça, où une génération, ou simplement parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, parce que l'Église a été marquée, façonnée d'une certaine façon, tout à fait à bon escient, et je ne dis pas de manière, c'est pas du tout négatif ce que je dis là, eh bien, ça fait que certaines générations vont être disqualifiées, et donc l'ambition de l'intergénérationnel est tout simplement inaccessible en fin de compte. Donc, on se tire un peu une balle dans le pied en pensant qu'en maintenant les manières de fonctionner depuis toujours, eh bien, que toutes les générations vont toujours se sentir à l'aise dans un fonctionnement de ce type-là. Et donc, ça signifie une ouverture au changement. Le problème, c'est que 99% des gens ont une certaine résistance au changement. Et c'est encore plus fort lorsqu'il s'agit de fonctionnement, de tradition, de structures qui sont les structures de nos chères églises. Donc, juste pour répondre de manière générale, je dis il y a un problème systémique, il y a un problème de base par rapport aux différentes générations. Si nous souhaitons les accueillir, certaines fois, ce sera pas envisageable de les accueillir dans une intergénérationnalité complète si nous ne sommes pas prêts à envisager aussi de modifier un certain nombre de choses de notre ecclésiologie, notre manière de donner la parole, de vivre un certain nombre d'événements communs, etc. Donc ça, c'est juste un point, je mets le doigt dessus comme ça. J'ai vécu une église où on a eu beaucoup d'ambition intergénérationnelle et on a vécu vraiment des percées, des choses magnifiques du moment que toutes les générations se sont déclarées prêtes à aller en direction des autres générations. Et ça a créé des nouveaux ponts, ça a créé une nouvelle compréhension de comment est-ce qu'on pourrait fonctionner ensemble. Et c'était intéressant de voir aussi que finalement, le meilleur mode de vie de ces 4 générations ou 5 générations ensemble, ça a été du moment où on s'est mis autour de la table et on a dit, mais qu'est-ce qu'on aimerait? De quoi est-ce qu'on rêve tous?
Et ce n'était pas simplement on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça, mais c'était une ouverture à finalement découvrir ou explorer finalement pendant une période limitée, parce que voilà, il faut aussi donner de la sécurité aux générations qui en ont besoin, mais de découvrir des nouvelles réalités. Et c'était probant, c'était vraiment intéressant de voir que garde baissée, cœur en avant, il y avait possibilité de vivre quelque chose entre les générations. J'ai une question que je vais préciser par rapport à ça, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, et je vais m'adresser à Marion. On a toujours un équilibre, il me semble, entre Jérémie 4 et Jérémie 6. Jérémie 6, c'est marcher dans les sentiers de toujours. Et Jérémie 4, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Et donc, la génération Y et Z nous poussera peut-être à défricher un champ nouveau. Et puis, est-ce qu'il faut toujours écouter les propositions de champs nouveaux de la génération Y et Z? Ou au contraire, se dire, on va plutôt marcher dans les sentiers anciens, et puis on va essayer de les faire, eux, marcher dans les sentiers anciens. Comment vois-tu un petit peu l'équilibre? Qu'est-ce qui est important, accessoire, par rapport à ce dilemme, qui est biblique, hein, les deux choses coexistent à deux chapitres d'intervalle? Moi, il me semble que pour gérer les différences de point de vue, que ce soit des différences liées aux générations, que ce soit des différences aussi aux marqueurs sociaux, enfin, là, on parle des différences de point de vue dans l'Église qui sont liées aux générations, mais il y a d'autres choses qui peuvent grincer dans l'Église qui ne sont pas liées aux générations. La réponse, c'est toujours la centralité de l'Évangile. Ça veut dire de se dire si les générations, parce que c'est notre sujet là, réussissent à se mettre d'accord et enfin, réussissent à se dire on est tous autour de l'Évangile et on veut tous servir la même vision quelque part, qui est la vision de l'Évangile. À partir de là, on peut se permettre d'être détendu et de défricher sur tout ce qui est de la structure, du fonctionnement, etc. Mais je pense qu'il faut bien séparer ces deux choses. Moi, je le vois, alors par rapport au GBU, je pense qu'il y a moins de générations qui cohabitent, hein. Ça va juste de X à Z. Et sur le terrain, c'est que en fait Y et Z. Mais il y a quand même des fois un peu ces questions. Et pour moi, c'est de dire, OK, les idées qui vont arriver de la génération Z, en fait, pas moi, mais ensemble, on va avoir besoin de les trier. On va avoir besoin de les trier avec l'Évangile. Parce qu'il y a des choses qui gênent les générations d'avant. Vous êtes dans une église, un jeune arrive et il commence à vous dire qu'il n'aime pas la louange, qu'il n'aime pas la façon dont c'est fait pour telle ou telle raison. Ça va gêner parce qu'en fait, nous, on aime bien, parce que nous, on est à l'aise. Et c'est là qu'il faut se dire, OK, dans les propositions qui sont faites, qu'est-ce qui doit être purifié par l'Évangile? En fait, c'est gênant ce que la personne propose parce qu'en fait, ça ne colle pas avec ce que Dieu veut. Et qu'est-ce qui est gênant juste parce qu'en fait, je suis vieux et que c'est pas ma façon de faire et que j'ai pas très envie de sacrifier mon temps de louange que j'aime tant et pour laisser de la place à leur façon de faire. Et je pense qu'il y a besoin d'un tri et de garder l'équilibre en ne pas tout rejeter en bloc parce que ça a toujours été fait comme ça et ne pas prendre pour l'Évangile ce qui est que en fait de la culture chrétienne. C'est un vrai risque, hein, dans les églises. On a l'impression qu'on a toujours fait comme ça et qu'en fait, ça veut dire que c'est biblique. Mais en fait, non, il faut réussir à faire la différence entre ce qui est de l'évangile et ce qui est de la tradition. Et en même temps, il y a des choses dans la génération Z où ils ont besoin d'être changés par l'évangile. Nous, dans les GBU, on est confrontés incessamment, tout le temps, avec leur volonté de ne pas s'engager, leur volonté de prendre les décisions à la dernière minute au cas où il y a quelque chose d'autre qui soit plus intéressant entre. Donc, on organise des week-ends. La deadline, c'est le vendredi soir à minuit et tout le monde s'inscrit le vendredi soir entre 17h et minuit, quoi. Et si on avait mis la deadline le jeudi, ce serait tous inscrits le jeudi soir. Et donc, ils aimeraient bien avoir des systèmes au GBU où, en fait, on a moins besoin de s'engager. On vient quand on veut, quoi. Moi, je veux résister à ça, outre parce que ça me complique mon travail. Je veux résister à ça aussi parce que je pense que l'Évangile nous dit que la vie avec Dieu, c'est s'engager. C'est s'engager pour Dieu, c'est s'engager pour les autres. Et que je pense que l'Évangile a quelque chose à leur dire sur cette espèce de peur de vraiment dire oui, parce que dire oui, c'est dire non. Et ils ne veulent pas dire non, ils veulent dire oui à tout. Et je pense qu'il faut savoir trier, en fait, quand le jeune arrive avec une proposition entre qu'est-ce qui doit être remis en question par l'Évangile et travailler avec eux, ou qu'est-ce qui nous gêne juste parce qu'en fait, ce n'est pas nos habitudes et que là, c'est nous qui avons besoin d'être travaillés et de laisser la place à ces façons de faire qui sont différentes. Alors, je vais poser la question à Marion, mais Frédéric et Christian, vous êtes bienvenus d'ajouter quelque chose. Bon,
c'est très vrai que ce que Marion dit, elle a changé, c'est quand même essentiel parce que tout le monde autour de nous change et tout ce qui est vivant change. Un de mes sujets dont j'ai souvent parlé aussi en Suisse et en France, c'est la revitalisation ou réforme ou renouvellement ou changement dans l'Église. Et malheureusement, on connaît aussi là où on ne veut pas changer, tous les jeunes partent. Et on connaît des assemblées où les portes sont fermées et les jeunes sont partis. Où sont nos enfants aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas pu présenter un avenir dans le cercle des assemblées pour eux? Pourquoi ils sont partis ailleurs? Ça doit nous pousser quand même à des réflexions. Et maintenant, c'est la question, est-ce que cette nouvelle génération, ce qu'ils veulent, est-ce que c'est ça la solution et la réponse? Non. Mais il faut entrer dans cette discussion, de voir ensemble, voir aussi, attendre qu'ils ont une bonne intention, qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils veulent avancer avec le Seigneur. Et ensemble, nous devons alors chercher l'essentiel, et je crois que ce que Marion dit, c'est l'Évangile, et peut-être redéfinir aussi pour nous ce qu'est l'Évangile. Ce qui est intéressant, ce que j'ai vu avec le slide de Christian, les deux colonnes, et c'était comment ils ont vécu, je ne sais pas exactement le mot, ce qu'il a utilisé, mais en tout cas, ce soir, j'ai demandé à ma fille qui a mangé avec nous, elle a 26 ans, quel est le verset clé pour toi, pour ta génération? Qu'est-ce que tu as mémorisé? Qu'est-ce que tu connais très bien? Et aussi, j'ai demandé ça à ma femme. Elle n'est pas boomer, loin de là. Mais en tout cas, elle est quand même au-dessus de l'âge de ma fille. Et ma femme disait, comme la plupart de nous ici à l'écran, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Ma fille disait, Jérémie 29, Dieu a un plan pour toi. Et ça dit déjà beaucoup. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est que Dieu a un plan pour toi et il y a prospérité et tout va bien. Ou est-ce que tu as un problème, comme Christian disait, et que Christ est heureusement venu pour résoudre ton problème de péché et que tu auras la vie éternelle? Ce sont deux approches. Alors, il faut aussi voir quel est l'Évangile aujourd'hui pour nous. Et de là, de cette base et de cette base seule, sans emballage, il faut maintenant trouver comment être chrétien, comment donner expression à notre foi dans le temps devant nous. Merci beaucoup, Christian. Tu avais... J'apprécie beaucoup ces éléments, la centralité de l'Évangile. Quel est notre Évangile finalement? Quel est le pilier, le moteur de notre communauté? Je trouve intéressant de voir aussi que dans certains cas où j'ai pu coacher des équipes de jeunes, Gen Y, Gen Z, qui avaient un immense projet, une nouvelle outre, une nouvelle implantation, etc., finalement, on s'acheminait vers un thalasso-christianisme. Où on se fait surtout du bien, où on est surtout là centré sur nous-mêmes, où on est anthropocentrique avant d'être christocentrique réellement. Et dans ce sens, nouvelle outre, pourquoi pas, mais pas nouvelle outre n'importe comment. Elle a beau être en carbone Kevlar, peut-être la toute nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du bon vin à l'intérieur. Et pour la compréhension justement des outres plus anciennes, avec une qualité de vin extraordinaire à l'intérieur, mais en aucun cas on veut perdre ce vin. Donc de mettre en péril finalement les choses que Dieu a déjà données, les choses qui ont une valeur réelle aujourd'hui, de simplement, en essayant d'ajouter ou de forcer à mettre un vin nouveau qui est peut-être voilà, qui n'est pas vraiment centré sur Christ, eh bien on prend des risques, à mon sens, qui sont dommageables pour pas mal de communautés. Donc de vérifier, oui, nouvelle outre volontiers, mais avec un évangile qui est finalement inspiré vraiment de cette ancienne outre aussi, qui a pu donner son héritage, qui a pu transmettre son cœur, qui a pu transmettre un certain nombre de choses qui sont hyper précieuses pour la génération qui s'en vient. Donc, on a fait cette expérience à plusieurs, entre guillemets, vieilles outres, des églises de longue date, qui voulaient faire du chemin, qui voulaient changer. Et finalement, dès le départ, on a dit, si on met en péril le bon vin,
eh bien, il faut qu'on stoppe. On ne peut pas aller plus loin. Et finalement, dans les projets qui ont vraiment abouti, eh bien, c'est cette réalité-là, cette observation, ce respect, cet honneur sur les choses que Dieu a déjà données, qui a permis finalement un certain nombre de changements, qui aujourd'hui permet une collaboration intergénérationnelle vraiment. Alors, je voudrais terminer par une question très pratique, je vous l'avais annoncé. C'est quelle piste pratique, exemple concret où les jeunes peuvent s'engager dans l'Église, royaume de Dieu, et qu'est-ce qu'on peut valoriser aussi chez eux, dans leur qualité, esprit d'entrepreneuriat, créativité, etc. Peut-être donner aussi dans votre expérience des exemples concrets. Peut-être Marion, tu remettes ton micro. Ouais. Oui, je pense qu'ils peuvent tout faire. Enfin, j'exagère un peu, mais moi, le conseil que je donnerais, parce que bon, c'est tellement, ça dépend tellement de l'Église, ça dépend tellement que je ne sais pas si on peut vraiment donner des exemples concrets qui colleraient à tout le monde, mais je pense que s'il y a une culture, dans l'Église, s'il y a une culture de la transparence et de la collégialité, et que le Gen Z ou Y sait qu'il peut venir proposer des choses, et qui sait qu'on ne va pas juste l'envoyer péter. Et donc, il ose dire, en fait, moi, j'ai une idée. Je pense qu'il faut écouter toute leur créativité et être prêt à se lancer. Et moi, régulièrement au GBU, je leur laisse faire des choses et je suis excessivement persuadée qu'ils vont se planter. Quasiment tout le temps, j'ai tort. Quasiment tout le temps, en fait, il y a un truc super qui en sort. Et si j'écoutais juste mes propres cadres de me dire non, mais ça, c'est trop compliqué pour ça, en fait, il se serait strictement rien passé. Donc, je pense juste leur créer l'espace, créer un espace où ils peuvent faire des choses. Et pas créer un espace avec un petit peu de condescendance. Ça veut dire ça va être le truc des jeunes. Donc, ce n'est pas vraiment l'église, mais c'est un peu le truc des jeunes. Mais créer un vrai espace où ils peuvent essayer des choses et où l'église reconnaît qu'en fait, ça a du sens. Je pense que les idées, c'est eux qui les auront, quoi. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens de leur dire on devrait leur faire ça ou leur faire ça. Il faut regarder ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont capables de faire et être prêt à laisser des incubateurs, là, comme on dit, des endroits où ils essaient des choses et il y a des belles choses qui vont en ressortir et en même temps être prêt, là, derrière, pour peut-être gérer si jamais il y a des soucis, si jamais tout se fait pas bien. Et je pense que souvent, mais ça, c'est pareil, c'est de toujours ce qui empêche les générations précédentes de laisser faire la génération suivante, c'est qu'on a peur de l'échec. Cette génération-là, elle n'a pas peur de l'échec. Elle a bien compris qu'en fait, l'échec, c'était une autre façon d'apprendre. Et je pense qu'il faut que nous, on n'ait pas peur qu'il y ait un truc qui ne marche pas. C'est pas grave, en fait, si ça ne marche pas. Ils vont rebondir et le truc d'après, ce sera hyper bien. Et je pense qu'il faut accepter la prise de risque, en fait, tout simplement. Mais je ne sais pas, j'ai bien conscience que ce n'est peut-être pas aussi pratique que ce que vous auriez voulu, mais je ne suis pas sûre qu'on peut vraiment dire des choses très, très précises. Voilà, à part peut-être juste quand quelqu'un vient avec une idée, l'évacuez pas tout de suite juste parce que ça vous paraît étrange, mais comme l'exemple dont disait Christian, même si vous ne comprenez pas tout, parce que techniquement ça vous dépasse, si vous sentez qu'il y a l'évangile et qu'il y a l'enthousiasme, eh ben laissez la place à ça, quoi. C'est eux qui ont les idées, en fait, hein, qui savent quoi faire. Christian, Frédéric, ce sera la fin des réponses et c'était la dernière question. Peut-être je réponds avant, comme ça Frédéric aura le privilège du mot de la fin. Dans mon rôle de directeur du réseau évangélique suisse, je suis en contact avec des styles d'église vraiment très, très différents. Certains ont des ministères, d'autres n'ont pas. Certains ont une gouvernance partagée, d'autres pas. Certains sont très épiscopaux, d'autres sont plus que congrégationalistes. Enfin, il y a vraiment plein de tendances différentes qui sont là, charismatiques ou pas, voilà, peu importe. Et finalement, la question des jeunes revient sans arrêt, sans cesse. La question de dire mais pourquoi nos jeunes partent? On aimerait garder nos jeunes. Déjà, la réflexion de dire on aimerait garder nos jeunes, il y a quelque chose de bizarre parce que dans le naturel, finalement, père et mère sont heureux finalement d'investir de leurs enfants dans le but qu'ils quittent père et mère. On ne veut pas des tanguis spirituels forcément sans fin, en nombre, etc. Donc la normalité est qu'un jeune puisse aussi bouger, découvrir d'autres réalités spirituelles, en espérant que ce soit dans des contextes qui soient favorables
pour lui, qui ne soit pas abusif et pas dysfonctionnel. Mais voilà, c'est la réalité aussi de pouvoir quitter père et mère, en tout cas pendant un temps, et de revenir, pourquoi pas, reconnecter avec les communautés d'origine. Ce que j'observe, en tout cas, les endroits qui ont réussi à garder leurs jeunes, mais d'une bonne manière, hein, sans les enfermer, mais en investissant en eux, c'est les endroits où l'Église est vécue comme une famille spirituelle, vraiment comme un organisme, comme quelque chose où il y a des liens, des relations spirituelles entre les personnes qui sont authentiques et qui sont de type plutôt organique que structurel. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont en fait des organisations avec des programmes, avec des fonctionnements, avec voilà, une organisation qui tourne bien. On est devenu assez bon là-dedans même. Mais finalement, ce n'est pas dans ces endroits-là que les jeunes aiment beaucoup rester. L'endroit, et c'était troublant de voir. Moi, j'étais invité de parler dans un groupe de jeunes une fois, et puis c'était un groupe de jeunes, peut-être vous avez des églises de ce type-là aussi, avec des bancs relativement classiques, avec une liturgie super étroite et tout ça, enfin étroite au sens, par rapport à ce que j'ai l'habitude, on va dire comme ça, et finalement, les jeunes étaient là en nombre. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne veut pas venir dans un vieil endroit comme ça, sur des bancs durs, sans coussin, pour écouter quelqu'un parler pendant 1 heure qu'on a mandaté pour une prédication frontale. Et les jeunes étaient là parce qu'il y avait un esprit de famille qui était extraordinairement bien vécu dans cet endroit. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que les jeunes peuvent contribuer? Eh bien, ils peuvent contribuer à prendre leur place dans la famille parce que c'est eux qui vont marquer la suite de cette famille, qui vont être les générations multiplicatives dans la suite des générations spirituelles. Et finalement, c'est ce que moi je m'attends de leur part, qu'ils puissent vivre cette multiplication, continuer à être des disciples qui font des faiseurs de disciples, qui vont continuer à faire des disciples, etc. Parce qu'ils le feront à leur manière, ils le feront de manière adaptée aussi dans la génération qui s'en vient. L'Église est souvent vue comme un institut avec des règles, qui est comme un terrain un peu allergique. De là, on a parlé avant du royaume, qui semble être le terrain de tous les chrétiens. Et là, les jeunes sont bien à l'aise parce que tout le monde peut contribuer selon ses capacités. Et à l'Église, il y a quand même plus d'ordre, on peut dire, si cette comparaison Église à royaume est bonne. Mais exactement, dans l'Église, je souligne le fait de l'importance d'une famille. J'ai demandé encore ce soir aussi à ma fille pourquoi elle vient à cette petite assemblée chez nous. Elle dit que bon, c'est quand même les relations, hein, l'amour et aussi cette contact intergénérationnel. Qu'une personne plus âgée s'intéresse à moi, pas seulement une salutation bref, mais un vrai intérêt. Et aussi dans la réunion de prière, on prie alors elle se sent vraiment dans une famille. Et je crois qu'on doit avoir aussi un esprit ouvert, ne pas avoir peur de ce qu'ils peuvent apporter. Mais pourquoi pas, ils peuvent prendre une fois la parole et amener présenter une prédication. Pourquoi pas conduire une l'école de dimanche? Pourquoi pas prendre une responsabilité? Et c'est important d'accompagner les jeunes dans ces responsabilités, de déléguer d'un côté, qu'ils ont entièrement liberté de faire de leur manière, mais de l'autre côté aussi évaluer après pour voir comment ça a marché et ne pas avoir peur, mais plutôt avoir un esprit ouvert pour ce qui peut arriver. Et nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit, eux, ils ont le Saint-Esprit, et que dans cette confiance, cette foi positive, qu'on avance dans l'avenir aussi avec cette génération et qu'on leur donne plus de place dans la confiance. Alors, en conclusion, on a dit beaucoup de choses. Merci beaucoup, Christian, merci beaucoup, Marion, merci beaucoup, Frédéric, pour cette belle participation. Beaucoup de foisonnement d'idées. Je retiens plusieurs choses. La première chose, c'est ne pas avoir peur de mettre une perspective haute et des standards élevés face à cette génération. Porter sa croix, payer le prix, c'est des choses qui peuvent dire quelque chose. Mais en même temps, les accompagner avec une autorité qui se mêle avec l'humilité, l'encouragement, l'écoute et le respect. Ensuite, on peut les accompagner dans leur fragilité, en les encourageant à faire des choix et à persévérer. Et puis, dans ce débat entre le champ neuf
à défricher, les sentiers anciens à suivre, bien différencier ce qui doit être changé par l'Évangile et différencier dans toutes nos générations ce que nous considérons comme tradition. Est-ce que c'est de l'Évangile ou qu'est-ce qu'est l'Évangile, qu'est-ce qu'est la tradition, plus exactement. Et puis enfin, laisser la pleine place à cette génération. Merci à tous. J'ai un petit peu débordé sur le temps et je vais passer la parole à Benoît qui va conclure ce cycle de 4 conférences Impact Plus qu'il avait introduit. Merci à tous. Merci beaucoup Christophe pour l'animation, l'organisation de cette soirée. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment, vraiment chouette. Alors, on arrive à la fin de cette série de WebConf Impact Plus, mais ce qu'on souhaite avec le comité, c'est vraiment que ce soit plutôt un début qu'une fin. Et si ça reste juste 4 soirées, sympathiques qui ont animé nos neurones et puis occupé nos longues soirées de couvre-feu, ben, c'est inutile. Alors moi, j'aimerais vraiment vous encourager à en discuter en église, à en discuter avec des frères et sœurs et à en ressortir des pistes concrètes. Et n'attendez pas la fin du Covid, parce que si on avait commencé comme ça il y a une année, il ne serait rien passé dans nos églises pendant cette année. On a vu qu'il y a pu se passer justement plein de belles choses quand même. Pardon. Et donc, commencez vraiment à la mise en pratique tout de suite. Je vais vous passer le lien d'un petit sondage pour la fin, pour aussi réfléchir à ces pistes pratiques. Mais au final, Impact Plus, c'est qu'un produit dérivé. Hein, tout a commencé avec le congrès Impact pour réunir les jeunes de 20-30 ans des assemblées d'Europe francophone. Et ben voilà, on n'a pas pu le faire à Pâques 2020 ni à Pâques 2021 à cause des restrictions, mais on prévoit quand même un congrès multisite sur Pentecôte 2021, Dieu voulant, Covid voulant, comme on dit. Un congrès qui va vraiment être défiant avec un évangile engageant. Hein. Comme on a vu, les jeunes, ils ont besoin d'un évangile qui a vraiment une vision, qui engage vraiment cette génération pour vivre une foi bouillante et personnelle et profonde. Donc, vous pouvez être les ambassadeurs aussi de ce congrès pour les 20-30 ans. Donc, on compte sur vous d'en parler à tous les jeunes de votre église pour qu'on puisse vraiment rassembler toute cette génération, même si ça va être sur Zoom, YouTube, mais on veut vraiment avoir des rassemblements locaux à différents endroits. Donc voilà, je vais terminer par la prière et puis ensuite vous partager le sondage. Seigneur, on aimerait vraiment te remercier pour ces belles soirées qu'on a pu passer, qui ont été tellement interpellantes, tellement concrètes, qui nous ont inspirés aussi. Et Seigneur, que ce ne soit pas juste une inspiration du moment, mais que ce soit vraiment quelque chose que tu plantes dans nos cœurs et qui va grandir pour nous dans nos vies, qui va grandir aussi pour nos églises, pour la jeunesse de notre église. Seigneur, que ce soit toi, le maître, toi, le chef de l'église, qui puisse prendre tout ça en main. Merci de nous intégrer dans ton beau projet de l'église. Et bénis chaque personne qui a pu participer à une ou plusieurs de ces conférences. Amen. Alors, je vais vous partager encore le lien dans le chat. Voilà. Donc, normalement, vous avez reçu un lien. Vous pouvez cliquer dessus et puis directement répondre au sondage. Ça nous aidera bien parce que finalement, Impact Plus, peut-être que ça peut être encore utile. Peut-être qu'il y aura encore des thèmes intéressants à aborder. On ne sait pas. Mais ça dépendra un peu de vous, de votre avis, si vous avez envie qu'il y ait encore quelque chose qui continue avec ce projet Impact Plus. Donc, partagez vos idées aussi à travers ce lien. Voilà, merci beaucoup à tous. Toute bonne soirée. Puis si vous voulez rallumer vos micros, vos vidéos pour se voir encore quelques minutes, vous pouvez tout à fait le faire. Merci beaucoup.